En 2022, le monde scientifique a tremblé face à une révélation cosmique. Alain Aspect, un physicien visionnaire, s'est vu décerner le prix Nobel de physique pour ses travaux révolutionnaires sur l'intrication quantique. Cette découverte extraordinaire a déchiré le voile sur la nature intime de l'univers, dévoilant une réalité stupéfiante où des particules, séparées par des distances insondables, restent pourtant connectées d'une manière insaisissable, comme si elles étaient liées par une force invisible transcendant les limites de l'espace-temps. Au-delà de remettre en question les fondements mêmes de notre perception du monde, les travaux d'Alain Aspect ouvrent la porte à des possibilités insoupçonnées. L'intrication quantique pourrait-elle être la clé pour décrypter les miracles de l'univers? Pourrait-elle nous permettre de communiquer et d'agir au-delà des barrières de l'espace-temps? Préparez-vous à remettre en question toutes vos croyances, ainsi que tout ce que vous avez appris auparavant. Car il se pourrait bien que cette vidéo vous confronte à une réalité qui dépasse notre imagination. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre e-book offert, intitulé « Les 5 clés de la réussite ». Imaginons que l'on a 2 billes magiques qui, même si elles sont très loin l'une de l'autre, peuvent quand même se parler instantanément. Eh bien, c'est un peu ce que le physicien Alain Aspect a découvert avec quelque chose qu'on appelle l'intrication quantique. En 1982, dans son laboratoire, le physicien Alain Aspect a fait une expérience avec des particules de lumière qu'on appelle des photons. Il a utilisé une machine spéciale qui est appelée un convertisseur paramétrique descendant pour générer une paire de photons qui étaient liés ensemble par cette magie qu'on appelle l'intrication quantique. Cela veut dire que si l'on change quelque chose sur le premier photon, le deuxième photon va changer de la même manière immédiatement, peu importe la distance entre eux. Pour simplifier l'image, imaginons 2 photons comme des jumeaux liés par un lien invisible. Ce qui arrive à l'un affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. C'est comme si les photons étaient des clones parfaits, partageant la même information en temps réel, défiant les notions d'espace et de temps. Par la suite, Alain Aspect a envoyé ces photons dans des directions opposées vers 2 machines différentes qui pouvaient mesurer une propriété des photons appelée la polarisation, afin d'observer dans quelle direction les photons oscillaient. C'est un peu comme si ces machines demandaient aux photons dans quelle direction ils dansaient. Ce qu'Alain Aspect a découvert, c'est que peu importe à quelle distance les photons étaient l'un de l'autre, ils répondaient toujours de manière coordonnée, comme s'ils savaient ce que l'autre faisait. C'est comme si, dès que l'on demandait à un photon de montrer sa danse, son ami, peu importe où il était dans l'univers, se mettait à danser pareil. Dans la suite de l'expérience, ce qu'Alain Aspect a remarqué, c'est que cette connexion entre les photons était beaucoup plus forte que ce que les règles normales de la physique pouvaient expliquer. Les résultats d'Alain ont donc confirmé les prédictions de la théorie quantique. Même quand les photons étaient séparés par une grande distance, leurs états étaient toujours liés de manière que rien dans la physique classique ne pouvait expliquer. Cela a également soutenu une partie très non intuitive de la mécanique quantique, qui indique que des particules peuvent être liées d'une manière qui dépasse les limites de l'espace et du temps, tel que nous le comprenons normalement. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la mécanique quantique? La mécanique quantique est une branche fondamentale de la physique qui étudie les particules à l'échelle la plus petite, comme les atomes et les particules subatomiques, telles que les électrons, les photons et les quarks. À cette échelle minuscule, les lois de la physique classique, celles qui décrivent le mouvement des voitures ou la trajectoire des planètes, ne s'appliquent plus. Au lieu de cela, le comportement des particules est régi par des règles qui peuvent sembler étranges et contre-intuitives. Mais pourquoi celles-ci nous semblent-elles contre-intuitives? Depuis notre naissance, une grande majorité d'entre nous avons acquis et construit nos idées de la réalité en fonction de la mécanique classique. Cette théorie est fondamentale pour comprendre le mouvement des objets à grande échelle, comme les balles, les planètes et les véhicules, dans des conditions quotidiennes. Elle repose sur plusieurs lois du mouvement et sur la loi universelle de la gravitation qui a révolutionné la manière dont nous comprenons l'univers. Les 3 lois du mouvement de Newton sont au cœur de cette théorie. La première loi, souvent appelée la loi d'inertie, stipule qu'un objet en mouvement continuera de se déplacer à vitesse constante et dans une ligne droite, et un objet au repos restera au repos,
sauf si une force externe agit sur lui. Cela explique pourquoi un passager ressent un mouvement brusque lorsque la voiture dans laquelle il se trouve accélère ou freine soudainement. La deuxième loi du mouvement de Newton établit une relation quantitative entre la force appliquée à un objet et l'accélération qu'il subit. Cela signifie que plus la force appliquée est grande, plus l'accélération est grande, et que plus la masse de l'objet est grande, plus il faut de force pour obtenir la même accélération. La troisième loi, ou principe d'action-réaction, dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Cela signifie que si un objet exerce une force sur un second objet, ce dernier exerce une force de même intensité mais de direction opposée sur le premier. Par exemple, lorsque vous poussez une porte, la porte pousse également contre votre main avec une force égale. En plus de ces lois du mouvement, Isaac Newton a formulé la loi universelle de la gravitation, qui décrit l'attraction gravitationnelle entre deux masses. Cette loi postule que toute particule de matière dans l'univers attire toute autre particule avec une force qui est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance entre leurs centres. Cette loi explique non seulement pourquoi les objets tombent vers le sol, mais aussi pourquoi les planètes restent en orbite autour du Soleil. Mais comprenons bien que cet aspect de la physique n'est pas général. La mécanique classique n'étudie que les lois de l'univers à grande échelle. Or, ce qui est à petite échelle n'est pas étudié. Pourtant, ce sont les petites choses qui composent les grandes. Si l'on souhaite donc comprendre la réalité, il faut étudier la matière à sa forme la plus petite, soit à l'échelle subatomique. Et c'est justement le rôle de la physique quantique. Et donc, comme nous l'avons vu précédemment, lorsque la matière est étudiée à l'échelle subatomique, les lois qui semblent régir l'univers semblent être bien différentes. Et c'est en comprenant ces lois qui régissent la matière que l'on pourrait parvenir à influencer la réalité matérielle à notre échelle et comprendre comment faire ce qu'on appelle aujourd'hui des miracles. C'est d'ailleurs une des phrases retrouvées dans les anciens textes égyptiens datant d'il y a plus de 6000 ans. Je cite « Les lois de la vie sont plus importantes que la matière de la vie, parce que connaissant les premières, nous dominons les secondes. » Fin de citation. C'est donc quelque chose qui semblait avoir été compris bien avant notre ère. Nous semblons tout juste être en train de redécouvrir ce qui avait déjà été compris et maîtrisé il y a des milliers d'années par les anciennes civilisations. Pour mieux comprendre tout cela, plongeons ensemble au cœur de l'univers. Dans le macrocosme de l'univers, soit le grand monde, nous observons des amas de galaxies. À l'intérieur de ces amas de galaxies se trouvent des galaxies, adoptant une forme de spirale bien définie, telle que la nôtre, la Voie lactée. Celle-ci est constituée d'un ensemble de planètes et d'étoiles, et ces planètes et étoiles gravitent à l'intérieur d'autres systèmes tels que notre système solaire. Parmi cet ensemble se trouve notre planète, la Terre. Sur la Terre, des milliers d'espèces vivent, y compris nous, les êtres humains, essayant de comprendre d'où l'on vient. Et c'est ce que nous faisons depuis des siècles, regardant vers le ciel, vers les étoiles. Mais si la réponse à cette question ne se trouvait pas dans le ciel, mais à l'intérieur de nous-mêmes, au cœur même de la matière. Plongeons donc au cœur du microcosme, soit le petit monde qui constitue le nôtre. Notre organisme, ou machine biologique, est à première échelle constitué d'un ensemble de systèmes cardiovasculaires qui, une fois assemblés, forment notre corps. Ce système cardiovasculaire est constitué d'organes tels que notre cœur, par exemple. Ces organes sont constitués de tissus, qui eux sont un ensemble de cellules, constituées elles-mêmes de substances chimiques, qui elles sont un assemblage de différentes molécules. Et enfin, nous arrivons au cœur de la matière, à la dernière composante, qui est l'atome, l'élément au cœur de la matière, qui constitue tout dans l'univers matériel. Dans les débuts, les atomes étaient scientifiquement vus comme possédant un noyau et des électrons gravitant autour, tout comme les planètes orbitent autour des étoiles de manière régulière et certaine. C'est-à-dire que l'on peut calculer et prédire leur trajectoire, on parle d'un domaine prévisible, soit la physique newtonienne qui est l'étude de la matière. Nous avons donc généralement en tête l'image d'un atome constitué d'un noyau, avec des électrons autour, tels des planètes autour d'une étoile. Dans les années 1920, un groupe de physiciens dont Niels Bohr, Werner Heisenberg et Max Born ont émis l'interprétation de Copenhague, en raison du fait qu'à l'échelle subatomique,
les particules n'ont pas de trajectoire définie comme les planètes. Ils ont affirmé par la suite que la réalité quantique est fondamentalement probabiliste et que l'observateur joue un rôle crucial dans l'observation des résultats quantiques. En bref, en étudiant l'atome, les physiciens se sont rendus compte que l'atome était constitué à 99,9% d'énergie, de fréquence et d'information, et que le 0,01% restant était ce qu'on qualifie de matière. Ensuite, en étudiant cet infime pourcentage de matière, soit donc les particules subatomiques telles que les électrons, eh bien ceux-ci semblaient à la fois se comporter en ondes, soit énergie, et en particules, soit en matière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est là, apparaissant en tant que particule de matière, puis l'instant d'après, elle disparaît, redevenant une onde. Et ce changement d'état, transformant l'onde en particule, semblait être influencé par l'attention de l'observateur. C'est-à-dire qu'en étudiant ces particules, ils ont relevé que c'est uniquement lorsqu'une personne concentre son attention, soit donc son esprit, sur un point précis d'un électron, que celui-ci apparaît à un endroit spécifique. C'est comme si les électrons étaient à l'état énergétique, soit donc de possibilités infinies, et que c'est l'attention de l'observateur qui force ce champ d'énergie infinie à laisser place à une seule probabilité, qui serait donc la particule de matière qu'est l'électron. Les scientifiques appellent ce changement d'état un effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire que la vibration élevée d'une onde ralentit et devient presque statique, soit donc une particule de matière. Pour faire simple, imaginez l'univers comme un espace infini de pure énergie, où toutes les possibilités inimaginables existent déjà et n'attendent qu'une attention pour se manifester, soit donc ralentir pour devenir matière. Ensuite, imaginez que c'est l'esprit, soit donc l'attention d'une personne, qui force ce champ d'énergie à ralentir pour laisser place à une seule possibilité, qui est donc la réalité matérielle dans laquelle nous expérimentons. Afin de mieux comprendre la mécanique quantique et cette façon dont les physiciens perçoivent l'univers quantique, découvrons l'expérience du chat de Schrödinger. C'est une expérience de pensée imaginée en 1935 par le physicien Erwin Schrödinger, permettant de mieux comprendre l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Considérons l'expérience du chat de Schrödinger. Un chat est enfermé dans une boîte avec une source radioactive qui a une chance sur 2 de se désintégrer dans 1 heure. Si la source radioactive se désintègre, elle déclenchera un mécanisme qui tuera le chat. Cependant, selon la mécanique quantique, la source radioactive est dans une superposition d'états avant d'être observée. Cela signifie qu'elle est à la fois désintégrée et non désintégrée, et que le chat est à la fois vivant et mort. L'interprétation de Copenhague affirme que l'observateur qui ouvre la boîte et observe la source radioactive est celui qui fait passer le système d'une superposition d'états à un état unique. Si la source radioactive est désintégrée, le chat est mort. Si la source radioactive n'est pas désintégrée, le chat est vivant. Pour que cette expérience de pensée soit plus claire, reformulons-la. Revenons-en sur la phrase. Cependant, selon la mécanique quantique, la source radioactive est dans une superposition d'états avant d'être observée. Cela signifie qu'elle est à la fois désintégrée et non désintégrée, et que le chat est à la fois vivant et mort. En réalité, ce n'est pas vraiment que le chat est à la fois mort et vivant. La mécanique quantique explique plutôt que dans l'univers quantique, toutes les possibilités existent déjà simultanément au travers d'un champ d'énergie invisible qui unit et traverse tout, soit donc effectivement la possibilité que le chat soit mort et la possibilité que le chat soit vivant. Et parmi toutes ces probabilités existant simultanément dans l'univers quantique, ce serait l'attention de l'observateur qui définirait laquelle prendra forme dans la réalité matérielle. Et cette explication de l'observateur qui influence la matière pourrait provenir de ceux qu'on appelle la conscience. Les scientifiques et les chercheurs ont passé des années à essayer de comprendre d'où provient la conscience, où elle se situe et qu'est-ce que c'est. Pour essayer de comprendre cela, revenons donc à la mécanique quantique. Nous avons vu que les atomes étaient constitués à 99,9% d'énergie, de fréquence et d'information. De plus, nous avons vu que la particule de matière, soit le 0,01% qui constitue l'atome, n'est donc qu'une forme d'onde ralentie, vibrant à une fréquence tellement basse
qu'elle n'adopte qu'une seule probabilité, qui est donc la particule de matière. En soi, tout est donc énergie, vibrant simplement à des fréquences différentes. Un état d'onde serait donc un état de pure énergie, où tout est possible, et un état de particule serait donc un état d'énergie ralentie et concentrée, formant donc cette particule de matière, définie par une seule possibilité. Et notre conscience pourrait être cette source d'intelligence connectée en permanence à ce champ infini de probabilités, et notre attention pourrait être l'information transmise par notre conscience à travers ce champ infini d'énergie, forçant donc l'onde à ralentir pour laisser place à une seule probabilité, en fonction de notre attention. Une nouvelle fois, c'est quelque chose que l'on retrouve également dans les écrits des anciens Égyptiens, défini comme le principe de mentalisme, expliquant que le tout est esprit, l'univers est mental. C'est aussi ce que semblait avoir compris Nikola Tesla, ayant affirmé lors d'un de ses derniers interviews avec John Smith en 1899 que l'énergie est venue en premier, puis la matière. Tout cela nous amène donc à une question majeure. Pourquoi créer la matière, si toutes les possibilités existent déjà dans le champ unifié? Eh bien, peut-être qu'en tant que conscience, l'univers physique fut créé afin d'expérimenter qu'une seule possibilité au travers du temps, afin de vivre et d'expérimenter une seule perspective à travers la matière. Et c'est peut-être tout le but de la matière, vivre et expérimenter des expériences que nous avons au préalable imaginées. Ça serait un peu comme jouer le rôle principal dans un film dont nous avons nous-mêmes écrit l'histoire.